Éden modifié, un roman de Lucas G. Blanchard. Une grande chose a lieu. L'univers? Non, la vie. C'est là l'unique aventure, sublime et tragique. Pour que la vie soit vie, la mort incontournable. Seule la voix ne meurt pas, qui l'épouse à sa part. François Cheng, Enfin le royaume. Prologue. Avant tout, il est important de préciser certaines choses. Premièrement, je dois remercier l'Université de Nouvelle-Rome sur Privetis qui m'a permis de financer mes recherches et m'a donné accès à la toute première visionneuse temporelle de notre civilisation. J'ai eu l'honneur d'être l'un des premiers historiens à utiliser cet engin et à percer les mystères opaques de l'étrange période que fut l'ère des Prométhéens. Ce bref instant dans l'histoire de notre galaxie est demeuré nébuleux jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai maintenant la chance de passer en revue tout ce qui s'y est passé et d'en faire un condensé de quelques pages relatant l'histoire générale des diverses espèces sentientes qui virent le jour durant cette période. Auparavant, les seules preuves de l'existence de ces civilisations et espèces perdues étaient les quelques ruines que l'on retrouvait sur leurs planètes telles que la sphère de Dyson des Hélios, la machine des batteries humaines, les vaisseaux vagabonds des Elohim, les gratte-ciels des humains, etc. Grâce à la visionneuse temporelle, j'ai pu identifier l'origine de ces artefacts ainsi que l'histoire de leurs concepteurs, de sorte que l'épais voile qui dissimulait l'histoire de ces étranges civilisations fut momentanément levé. Ces espèces, disparues depuis des millénaires et oubliées par le sable même de leur planète, furent redécouvertes grâce à la visionneuse temporelle, et j'eus la chance de voir ce qui se dissimulait derrière le voile. Je ne saurais expliquer le sentiment que j'ai ressenti en voyant un humain pour la première fois, en faisant mon premier voyage par visionneuse. Si les connaissances établies sur les Prométhéens étaient maigres avant mes recherches, la mémoire collective avait tout de même assimilé que les humains étaient l'espèce la plus intéressante d'après les résidus de leur civilisation qui avaient été retrouvés. Les gens étaient plus intéressés par les piétas géantes retrouvées au fond de l'océan central de Ganymède que par les mégalithes souterrains d'Aquila Major. J'avais toujours méprisé cette naïve préférence, sachant qu'elle était le produit du manque d'informations relatives aux autres espèces sentientes de l'ère prométhéenne. Mais, lorsque je découvris ce qu'avaient réellement été les humains, je compris que cette idée reçue avait été juste. Leur fougue et leur détermination, malgré tout ce qui s'opposait à eux, me surprirent. Leurs cultures étriquées et leurs intrigues politiques, leur amour et leur haine, leur passion et leur curiosité, leur perception de la mort et de la vie, leur stupidité et leur génie. Tout en eux n'était que contraire. Finalement, je compris que l'être humain était et avait toujours été fragmenté en morceaux que l'on appelait individus. L'humanité était trompeusement unie, plutôt constituée de milliards de soi centrés sur eux-mêmes. Pour cette raison, leur histoire ne reflète pas leur personnalité. Les grandes lignes que j'aborderai ici ne représentent pas l'individualité des humains, et l'ouvrage n'est donc pas représentatif de ce qu'ils étaient réellement. Ici, je passerai plutôt en revue les causes et les conséquences des événements qui se produisirent pendant l'ère prométhéenne. J'ai longtemps hésité avant de prendre cet angle froid et général. J'ai pensé qu'il était malhonnête de représenter une espèce aussi individuelle avec un angle purement centré sur les grandes lignes. Puis, après mûre réflexion, j'en suis venu à la conclusion que c'était le meilleur angle pour introduire cette nouvelle partie de l'histoire qui nous est maintenant dévoilée grâce à la visionneuse temporelle. Si les humains et leurs nombreux descendants étaient individualistes, c'est leur opinion qui fit réellement changer les choses. Ce sont les groupes qui changèrent leur monde, et non les individus. Qu'ils soient des surdoués, des célébrités, des artistes, des politiciens ou des héros nationaux, cela n'y fait rien, car ce fut l'union qui fit leur force. Ainsi vous seront présentés les humains et leurs mésaventures infinies. Je ne porterai aucun intérêt aux individus, car même ceux qui ont changé le monde l'ont fait grâce au monde. Car même ceux qui ont changé le monde l'ont fait grâce au monde, et ne sont que le résultat de leurs influences. Un portrait des itérations de l'humanité, toutes plus étranges les unes que les autres, vous sera donc présenté à l'aide de tous les détails que j'ai pu amasser. Derrière chacun de ces détails se cachent de nombreuses heures de recherche à travers le temps et l'espace. Par l'entremise de la visionneuse, je devins un voyageur temporel, traquant les anciens occupants de notre galaxie et observant leurs étranges cultures. Cette quête fut difficile, mais je suis parvenu à un résultat plus que satisfaisant,
et les informations manquantes sont suffisamment rares pour vous présenter le résultat de mes recherches sans embarras. Ce projet est le début d'une révolution de la méthode d'étude préhistorique, et les recherches, tout comme la visionneuse, seront s'affûter avec le temps. Pour ma défense, je dois préciser que la visionneuse temporelle est arrivée à ses limites techniques à de nombreuses reprises durant ma recherche. L'ère des Prométhéens s'étendit sur une période de plusieurs milliards d'années, et la disparité du progrès à travers le temps obligea de nombreux tours et détours à travers le temps et l'espace. Les moments importants ont donc dû être trouvés à la main, en cherchant seconde par seconde, heure par heure, année par année, et siècle par siècle, dans l'espoir de trouver un élément digne d'intérêt. Mes recherches sont précoces par rapport à l'existence de la visionneuse, ce qui signifie que les manipulations temporelles sont encore limitées par le manque d'expérience de l'intelligence artificielle les contrôlant. Pour ce qui est des manipulations non automatisées, il est inutile de préciser que l'interface est encore primitive et nullement conçue pour une utilisation profane. Tous les efforts possibles furent déployés, mais parfois, même cela n'a pas suffi. L'invention de la visionneuse eut lieu 7 mois avant le début de mes recherches. Celles-ci sont donc précoces, et l'engin n'est pas encore optimisé. À l'instant où j'écris ces mots, les ingénieurs sont en train de mettre au point l'intelligence artificielle qui permet d'automatiser la recherche à travers le temps. Si je l'ai utilisée pour quelques manœuvres simples, elle n'était pas prête à être employée pour un travail de ratissage spatial. Cela signifie que des mains humaines ont dû effectuer le travail en se basant sur des destinations précises et préétablies. De ce fait, je ne peux garantir la perfection, mais je peux tout de même assurer que toute la rigueur possible a été déployée lors de mes recherches. En ce qui concerne les déplacements spatiaux avancés, je dois là aussi préciser que nous avons atteint les limites de la visionneuse. En effet, si l'on peut traverser des milliards d'années sans problème avec cet appareil, l'espace dans lequel la machine peut voyager est hautement restreint, tout comme l'est l'intelligence artificielle de déplacement automatisé. Certaines espèces et civilisations que l'on retrouve dans l'ère des Prométhéens ont voyagé au-delà de notre galaxie, dépassant parfois les grandes barrières de vide intergalactique pour rejoindre des recoins éloignés de l'univers. Pour l'instant, la visionneuse temporelle peut se promener à travers l'entièreté de notre galaxie et peut aussi visionner les 2 tiers de la galaxie d'Andromède. Par-delà cette limite, il est impossible de visionner quoi que ce soit sans employer une quantité d'énergie que même la sphère de Dyson de Rossi 2 ne saurait fournir sans créer un court-circuit. Néanmoins, de nombreuses informations concernant les événements se déroulant hors de portée de l'appareil ont pu être récoltées à partir de sources de seconde main, que ce soit par les dialogues interceptés, des écrits retrouvés ou par de simples preuves physiques. Ainsi, je peux affirmer avec conviction que les résultats n'ont pratiquement pas souffert de la limite spatiale de la machine et que l'histoire dans ses grandes lignes a pu être découverte et comprise. Dans le cas où des civilisations seraient nées des Prométhéens et que mes recherches ne les auraient pas atteintes, je peux confirmer que les conséquences de leur existence sur les civilisations documentées dans le présent ouvrage seraient tout à fait nulles. La troisième limite de la visionneuse temporelle est d'ordre économique. En effet, les recherches spatio-temporelles qu'effectue la machine demandent une quantité d'énergie considérable. La visionneuse demeure prototypaire, ce qui signifie que des améliorations nombreuses seront faites dans les années à venir et que, pour l'instant, l'engin en est à sa version primordiale. Dans un avenir proche, les capacités des visionneuses seront décuplées, et une recherche telle que celle que j'ai effectuée sera 100 fois plus simple à faire. Comme pour toutes les grandes inventions de ce genre, on peut s'attendre à ce que la pertinence et l'effectivité de la machine soient décuplées au centuple en l'espace d'une seule génération. À long terme, on pourrait même aller jusqu'à imaginer une visionneuse portative et commercialisable que chacun pourra avoir chez lui dans le simple but de se divertir. Bien que cette étape dans l'évolution de la visionneuse demeure éloignée, j'estime qu'il est important d'immédiatement prévoir ses conséquences. Par exemple, la visionneuse domestique se devra d'être limitée aux événements ayant eu lieu dans un passé suffisamment lointain pour ne pas causer de tort au monde actuel. Dans le cas où aucune limite ne serait mise en place, on pourrait alors utiliser la machine pour de l'espionnage industriel ou pour du voyeurisme pur et simple. En partant du principe que chaque individu a droit à son intimité et à ses secrets, je crois que la visionneuse temporelle devrait être immédiatement limitée, afin de protéger toute personne vivante ou décédée depuis moins d'1 siècle. Pour l'instant, aucune règle n'a été imposée, mais j'attends avec impatience des réglementations. La visionneuse en est encore à un stade précaire,
Mais il faut tout de suite mettre le système législatif en branle afin d'obtenir des résultats avant que la machine ne soit prête à être commercialisée. Au stade actuel, l'unique visionneuse existante occupe l'entièreté d'un hangar, soit 400 mètres cubes de pure machinerie. En outre, l'électricité nécessaire pour la faire fonctionner demande des installations électriques avancées, ainsi que sa propre station énergétique. Les coûts de 10 minutes de visionnage d'un événement ayant eu lieu il y a quelques milliards d'années dans le système planétaire voisin se tiendraient dans les alentours de 20 000 olek, soit 1 an et demi de travail pour un individu de classe moyenne. Ma recherche dans son entièreté a donc coûté 5 millions d'olek pour environ 2 heures et quart de visionnage temporel, 4 mois de préparation, l'aide de nombreux techniciens, ingénieurs et spécialistes, et 13 semaines d'installation en unité de temps standard. La majeure partie de la recherche a été financée par la Société d'histoire de Privit, par le Centre d'histoire de Ungoliant IV et par l'Université de Nouvelle-Rome. Je tiens donc à remercier ces 3 organisations qui ont rendu mes recherches possibles malgré leurs coûts des plus exorbitants. Je dois enfin remercier l'équipe scientifique de l'Université de Nouvelle-Rome affectée à l'entretien de la visionneuse. Tous m'ont assisté lors des 4 mois de travail sur place, et je les remercie pour les nombreuses fois où ils m'ont sauvé de la catastrophe. Finalement, merci à Amek, mon élève et ami, qui m'a accompagné tout au long du processus de création de l'ouvrage que vous tenez entre les mains. Chapitre 1. Les Hélios vécurent une genèse semblable à celle des hommes. Ils commencèrent sous la forme d'organismes unicellulaires, introduits sur leur planète par le biais d'un astéroïde, en provenance d'on ne sait où. Par miracle, la planète en question était dotée de toutes les conditions nécessaires pour le développement de la vie. Carbone, oxygène, hydrogène, azote, soufre, phosphore, eau liquide, atmosphère suffisamment dense, lithosphère, température se tenant entre 0 et 100 degrés Celsius, orbite circulaire demeurant dans une zone habitable, etc. Pendant des milliards d'années, l'évolution poussa ces bribes de vie vers une complexification biologique. Lentement mais sûrement, les organismes primitifs se transformèrent en une faune et une flore variées et constituées de plusieurs milliers d'espèces. Parmi celles-ci, de nombreuses moururent silencieusement, alors que nulle âme dans l'univers ne fut présente pour s'en soucier. D'autres, stimulés par des conditions de vie austères, purent se développer et croître en population, de sorte que leur survie fut temporairement assurée. Dans cet échantillon d'heureux élus étant parvenus à s'établir sur la planète, seules quelques espèces parvinrent à faire partie de l'équilibre de l'écosystème local. Puis, à partir de cette population restreinte, une seule espèce eut la chance d'avoir tous les ingrédients propices à l'apparition de la conscience. Ces individus, car on pouvait maintenant les considérer comme tels, s'appelaient les Hélios. Quelques milliers d'années après la découverte du feu, ils parvinrent à maîtriser l'énergie atomique, ce qui leur permit d'atteindre rapidement le niveau de civilisation 1 et de débuter la colonisation des planètes et satellites de leur système planétaire. Cette croissance était un événement soudain et bref dans une longue histoire de stagnation et de retour en arrière, et l'on peut affirmer que, comme pour la plupart des espèces sentientes d'aujourd'hui, c'est la découverte du feu qui déclencha leur avancée accélérée. Inévitablement, leur conquête de l'espace permit la multiplication de leur population et accéléra le processus évolutif de leur espèce. Mais cette évolution ne fut pas aussi rapide que leur soif de progrès. Quelques centaines d'années à peine après le début de l'ère atomique, les Hélios terminèrent la construction d'une sphère de Dyson, qui leur permit ainsi d'emmagasiner l'énergie que leur procurait leur étoile, sans perte. Ils entamèrent alors une nouvelle phase de colonisation qui visa les systèmes planétaires voisins. Ceux-ci avaient déjà été visités par l'entremise d'engins robotisés, mais jamais ils ne s'y étaient rendus en personne. Certains de leurs vaisseaux habités se lancèrent donc à l'aventure et parvinrent à leur fin, mais les résultats ne satisfirent pas les Hélios. En effet, ceux-ci réalisèrent qu'ils étaient seuls et qu'aucune planète à proximité de la leur ne contenait une forme de vie. Les distances étaient trop grandes entre chaque système. Les Hélios et les autres espèces de leur planète étaient probablement les seules formes de vie à des dizaines d'années-lumière à la ronde. Cette solitude ne leur plaisait pas. Au contraire, elle les restreignait à un monologue sans but qui ne s'arrêtait qu'une fois leur race éteinte. Ils devaient trouver de la vie ailleurs. Mieux encore, ils devaient trouver une autre forme de vie sentiente. Cela devint leur unique raison de vivre. Ils se heurtaient donc à un mur, leur propre matérialité. C'était elle
qui les empêchait de partir à la conquête de l'espace et de découvrir une autre forme de vie, si toutefois celle-ci existait. S'ils parvenaient à vaincre ce problème, se disait-il, l'univers serait à portée de main, et aucun obstacle ne les empêcherait d'aller à la rencontre de formes de vie extraterrestres. Pendant 1 millier d'années, toute l'espèce se pencha sur la question de la dématérialisation. La conquête des systèmes planétaires voisins décéléra pour définitivement se terminer 5 siècles après le début de la deuxième ère de colonisation. Chapitre 2. Pendant 800 ans, les Hélios étudièrent le sujet de la dématérialisation et firent de lentes avancées technologiques qui leur permettraient éventuellement de migrer entièrement vers ce mode de vie nouveau qui faciliterait l'exploration de l'univers et permettrait une vitesse qu'aucune autre technologie n'avait pu atteindre auparavant. Pendant ce temps, les multiples mondes habités par les Hélios dans leur système planétaire se divisèrent en 2 factions. En l'espace de quelques semaines, toute l'espèce se rangea d'un côté ou de l'autre, et les 2 camps s'opposèrent dans une guerre qui dura plusieurs centaines d'années. Étrangement, la cause de cette guerre féroce qui fit s'entretuer les Hélios se perdit au cours du temps. En effet, la guerre provoqua la fermeture de tous les systèmes de communication virtuels. Le contact entre les 2 factions fut entièrement coupé et la propagande amena à un brouillard qui dissipa la réelle raison de la guerre. Ainsi, des 2 côtés, nul ne savait pourquoi la guerre avait été déclenchée. En plus de ce regrettable oubli, les Hélios oublièrent quel était le but premier de la dématérialisation. Trop occupés à se faire la guerre, ils oublièrent leur solitude. La curiosité que leur procurait la quête de la vie devint donc secondaire. Comme dans toutes les civilisations ayant existé dans l'univers, la guerre fit accélérer le rythme du progrès et des innovations scientifiques. Ainsi, le secret de la dématérialisation fut enfin découvert à la fin de ces 800 ans de guerre. Une infime partie de ce qu'avait anciennement été la grande race des Hélios put donc être préservée grâce à la dématérialisation. En effet, parmi les milliers d'Hélios agonisant en raison de la guerre, ceux qui parvinrent à s'en sauver étaient au nombre de 148. Ces 148 étaient l'élite de la société et les membres des riches familles qui, depuis des générations, s'étaient enrichis de la guerre et la perpétraient donc, afin d'accroître leur richesse. Voyant que la fin était proche et que l'effondrement était imminent, ceux-ci décidèrent d'interrompre leurs activités pécuniaires afin d'employer la dématérialisatrice nouvellement inventée, leur permettant ainsi de repartir de leur vie à zéro. Le reste des survivants qui n'eurent pas accès à la dématérialisation se borna à guerroyer encore pendant quelques décennies, mais leurs effectifs se réduisirent peu à peu, de telle sorte que, lorsque la guerre se termina, le pouvoir monétaire et technologique des Hélios fut insuffisant pour vivre comme il l'avait fait 800 ans auparavant. Pendant la guerre, tous les effectifs qu'ils possédaient avaient été dépensés. Les nouvelles générations n'étaient pas éduquées et la majeure partie des savoirs qu'avait récoltés l'espèce s'était perdue. Les survivants de la guerre furent donc condamnés à vivre dans les restes d'une civilisation qui n'était plus la leur. Vivant dans des dépotoirs à échelle planétaire, les Hélios s'astreignirent à une plus humble occupation, leur propre survie. Ce manque d'effectifs flagrant les empêcha de communiquer entre les diverses planètes colonisées du système planétaire. La frontière naturelle, qu'est la gravité, se referma définitivement sur les mondes Hélios, qui durent affronter leurs problèmes par eux-mêmes, sans que leurs voisins des autres planètes puissent leur venir en aide. Sur certaines planètes, l'importation régulière de biens était nécessaire pour la survie des habitants. Ces mondes virent donc leur population baisser drastiquement jusqu'à la mort totale et définitive des Hélios sur ces planètes. Sur la douzaine de mondes habités par les Hélios pendant la guerre, seuls 4 d'entre eux étaient encore habités, 10 ans après la fin de la guerre. Ainsi, alors que ces survivants entraient dans un Moyen-Âge sombre et dépourvu d'avenir, les Hélios dématérialisés débutaient déjà leur renaissance. En réalité, ce n'était pas une renaissance, mais plutôt la naissance d'une toute nouvelle espèce. Une espèce qui maîtrisait l'espace et le temps, une espèce qui n'avait plus qu'une seule limite, l'entropie. Ces individus prometteurs, qui, comme aucune autre forme de vie auparavant, étaient parvenus à la dématérialisation, s'appelaient les Elohim. Chapitre 3. Alors que les Elohim naissaient, une espèce sentiente d'une toute autre nature observait leurs faits et gestes. Les grands anciens étaient des êtres matériels,
à mi-chemin entre la vie et la mort depuis d'innombrables millénaires. Gisant dans les profondeurs les plus cachées de l'univers, il dormait éveillé, regardant tout s'éteindre et renaître dans un flot perpétuel de vie et de mort qu'il ne pouvait arrêter. Où était-il? Qui était-il? Comment avait-il atteint cette condition d'existence si précairement éternelle? Nul ne pouvait répondre à ces questions, pas même eux. Les grands anciens étaient, et cela leur était suffisant. Sans un bruit, ils observaient l'univers par des yeux que nul ne voyait et que nul ne pouvait soupçonner. Ses yeux et ses oreilles, imperceptibles et insaisissables, voyaient et écoutaient les faits et gestes des Elohim avec grand intérêt. Depuis la naissance des Hélios, ils observaient passivement la vie se dévider hors de l'espèce. Aux yeux des grands anciens, les Hélios n'étaient qu'un passant dans la toile universelle de la vie. Éphémères, ils dévalaient la côte à toute vitesse, sans voir le mur au bout. Sans agir, les grands anciens avaient regardé les Hélios courir vers leur perte. Sans agir, ils avaient constaté, non sans surprise, que si les Hélios s'étaient bel et bien heurtés violemment au mur, une partie d'eux s'était métamorphosée en une toute autre forme. Même cette condition nouvelle, hors de tout ce qui avait été observé par les grands anciens, ne les fit pas agir. Leur propre vie était peut-être mise en danger maintenant que des êtres supérieurs à eux venaient de naître. Leur existence n'était peut-être pas aussi éternelle qu'ils le croyaient. Pourtant, ils ne firent rien. Leurs doutes n'étaient que de simples pensées, dérivant dans une rivière de réflexion constamment en crue. Leur conscience de l'univers et leur perception absolue de ce qui existait étaient la seule chose qui leur importait réellement. Aveuglés par les schèmes universels qui dictaient la vie, leur propre condition n'était plus qu'un détail secondaire, auquel il ne fallait pas porter attention. Afin de voir l'univers dans son ensemble, ils devaient constamment refuser de manifester leur soi, car leur propre existence les ramenait à l'univers. Cherchant donc un regard extérieur, ils s'étaient reclus hors d'eux-mêmes, dans un état de transe continue que seule la mort pouvait briser. Ainsi, ils laissèrent libre cours au développement de cette nouvelle espèce transcendant la matière comme la mortalité, mais dorénavant, leurs faits et gestes seraient observés avec un intérêt et une attention particulière, car à travers les innombrables éons qu'ils avaient traversés, les grands anciens n'avaient jamais vu une espèce aller aussi loin dans son évolution. Les Elohim, de leur côté, ne découvrirent jamais l'existence des grands anciens, ou du moins, leur existence n'avait jamais provoqué d'action de leur part. Cachés dans les tréfonds marins d'une planète quelconque, dans le système de Betelgeuse, leurs titanesques cadavres n'avaient probablement pas été considérés comme des corps encore vivants par les Elohim. Les grands anciens poursuivirent donc leurs observations, mais aucun d'eux ne put imaginer jusqu'où cette nouvelle intrigue allait les mener. Chapitre 4. Lors de leur naissance, les 148 Elohim partirent chacun de leur côté à l'exploration de l'univers. Au préalable, ils avaient préparé une armée robotique pour chacun d'entre eux, qui constituerait la seule interaction possible entre les Elohim et l'univers matériel. Ces hommes de main étaient transportés à l'aide d'une flotte de petits vaisseaux compacts, aptes à voyager dans l'espace à une vitesse dépassant même celle que pouvaient atteindre les Elohim par le pouvoir de leur pensée. Ils ne constituaient donc aucun frein dans l'exploration des Elohim, mais certains d'entre eux refusèrent tout de même d'emblée d'en faire usage, laissant leur armée en périphérie de leur système planétaire natal, au cas où ils en auraient besoin plus tard. Ces derniers se contentaient donc d'errer dans l'univers, observant son lent refroidissement jusqu'à ce que toute chaleur soit disparue et que toute la matière et l'énergie se soient diluées dans l'espace, laissant place au vide quasi absolu. Durant la guerre, les Hélios avaient découvert un moyen d'optimiser la vitesse des vaisseaux spatiaux de façon exponentielle, à tel point que même la limite de vitesse des êtres immatériels en était inférieure. Pourtant, cela n'avait pas dissuadé les Hélios de poursuivre leurs recherches dans le domaine de la dématérialisation, car, au-delà de la vitesse, cette technologie permettait un confort encore inégalé et une puissance tout aussi démesurée. C'est donc dans ces conditions que les Elohim décidèrent de se séparer. Étrangement, le sentiment de solitude qu'avaient éprouvé leurs ancêtres semblait avoir complètement disparu. Si ce retournement de situation peut paraître étrange, il ne faut pas oublier de prendre en compte que les nouvelles générations de Hélios, desquelles étaient issus les Elohim, avaient eu un manque d'éducation flagrant, même chez l'élite. Trop occupés à se faire la guerre, ils en avaient oublié leur besoin viscéral
de trouver leurs égaux dans l'univers. Puis maintenant qu'ils étaient dématérialisés, et que le concept même de la vie ne parvenait pas à décrire leurs conditions, le besoin de trouver de la vie extraterrestre n'était plus qu'une curiosité. Ce qui avait été un but ultime s'était transformé en quête secondaire. Durant plusieurs milliers d'années, aucun Elohim n'en vit un autre. Bien qu'ils ne la maîtrisaient pas encore, ils avaient la capacité de communiquer entre eux, par la pensée, mais aucun d'entre eux ne l'utilisa. Ils savaient pertinemment que cela était possible, mais n'en virent pas l'utilité, car la compagnie était un besoin primaire que leur corps immortel ne ressentait plus. Certains eurent la curiosité de se demander ce qui leur permettait de communiquer par télépathie, mais chacun arriva à la même conclusion. Maintenant qu'ils n'avaient plus de corps, leurs pensées flottaient librement dans l'espace, et aucun obstacle matériel ne les séparait de l'esprit des autres. En effet, l'esprit existait bel et bien chez les êtres conscients, puisque les Elohim étaient vivants malgré leur dissociation complète avec l'univers matériel. C'était donc la trépanation ultime que provoquait la dématérialisation qui permit la télépathie. Leur nouveau mode de vie eut aussi une conséquence sur leur conception du temps. Les Elohim étaient pour ainsi dire immortels. Tant que l'univers vivait, ils vivraient. Cela les incita donc à réduire leur vitesse à laquelle ils exploraient l'univers. Leur intelligence se développa grâce aux interminables périodes de réflexion durant lesquelles ils méditaient à propos de tous les sujets que pouvait leur offrir l'univers. Pendant des millénaires, leur intelligence et leur savoir augmentaient à partir d'introspection et d'expériences déjà vécues lors de leur vie matérielle, mais aussi par le biais des observations qu'ils faisaient dans l'univers. Le recul qu'ils avaient face au temps et à l'espace leur permettait d'observer absolument tout ce qui s'était passé depuis le début de leur dématérialisation. Du plus petit événement issu du monde subnucléaire au plus grand cataclysme galactique, ils pouvaient tout observer, et seule une infime partie de ce qu'ils voyaient échappait à leur compréhension. Toutefois, ils ne se formalisèrent pas de ces légères incompréhensions. Peut-être y avait-il quelque chose d'encore plus grand qu'eux. Mais alors, comment pouvaient-ils le réaliser? Ils ne pouvaient rien déduire à partir de ces simples anomalies, ce qui fit donc avorter tout projet de découvrir la vérité à ce propos, voyant que les informations qu'ils pouvaient obtenir à partir de leurs observations ne seraient jamais suffisantes pour établir quelque certitude que ce soit concernant ce qui régissait l'univers. Chapitre 5. Si les Elohim avaient de grands pouvoirs, leur permettant presque tout, ils étaient tout de même dans l'obligation d'employer des efforts titanesques afin de trouver d'autres formes de vie dans l'univers. Même pour des dieux comme les Elohim, l'univers était trop grand et la vie trop rare. Ainsi, ils perdaient parfois plusieurs milliers d'années avant de trouver une nouvelle planète habitée. Étonnamment, celles-ci étaient toutes extrêmement éloignées les unes des autres. Voyant cela, les Elohim en conclurent que la vie s'était répandue peu après les événements du Big Bang, lorsque l'univers commençait à peine son expansion et que tous les corps célestes étaient relativement à proximité les uns des autres. C'était l'unique hypothèse pouvant confirmer la théorie de la panspermie. Malgré cette explication, une question accablante torturait les Elohim. D'où provenait la vie? Si la panspermie expliquait comment elle s'était répandue, elle n'expliquait pas d'où elle provenait. Les Elohim voulurent donc savoir quel était le point zéro de la vie. Si la provenance des anomalies qu'avaient repérées les Elohim était de moindre importance à leurs yeux, cette question-ci ramenait le sujet d'un être supérieur. Face au poids qu'avait cette question, un Elohim décida de contacter les autres. Si une réponse ou un consensus devait être fait, tous les Elohim devraient collectivement la trouver et l'accepter. À des milliers d'années-lumière les uns des autres, les Elohim s'entretinrent par télépathie et partagèrent tout ce qui aurait pu être utile à la résolution de la question. Finalement, ils en vinrent à la conclusion que, à l'exception du Créateur de l'univers, rien ne pouvait échapper à leur connaissance. Cette conclusion était inévitable, car même si les Elohim n'avaient pas encore exploré l'entièreté de l'univers, ils en avaient vu assez pour établir un motif universel qui leur permettait de prédire ce qu'ils n'avaient pas encore vu et ne verraient peut-être jamais. Et si le secret de la vie ne résidait pas dans ce qu'ils connaissaient déjà, alors ce secret devait être contenu dans le Créateur et non dans la création. Mais qui ou qu'est-ce qui était à l'origine de la création? Cette question aussi fut posée au Conseil des Elohim, mais aucune réponse ne put être trouvée, faute d'un manque d'informations. Après cela,
les Elohim s'en retournèrent à leurs occupations respectives, c'est-à-dire l'exploration de l'univers, flotter dans l'espace en attendant la fin et étudier la vie. C'est cette dernière occupation qui était la plus prometteuse. Les Elohim qui s'y adonnaient apprirent que les formes de vie qu'ils découvraient durant leur pérégrination étaient encore à un stade excessivement primitif en comparaison avec leur propre nature. Même si la vie sur ces planètes précédait l'apparition de la vie sur la planète natale des Elohim, elle y était infiniment moins complexe. Certaines planètes avaient plus de chances que d'autres et étaient les hôtes d'une grande variété d'insectes métazoaires et de plantes bryophytes. Mais pour la grande majorité, la vie n'en était encore qu'à un stade d'organisme unicellulaire, car c'était là que se trouvait le grand filtre empêchant l'évolution des espèces. Visiblement, les planètes habitées n'arrivaient même pas à la cheville de celles des Elohim. S'il y avait des êtres issus de la création qui leur étaient supérieurs, ceux-ci ne s'étaient pas encore manifestés, ce qui était peu probable considérant que toutes les formes de vie supérieures devaient posséder une curiosité naturelle afin de s'être rendues aussi loin dans l'évolution de leur espèce. De plus, aucune limite spatiale ne devait les empêcher de les contacter, puisque eux-mêmes n'en avaient pas. Et si aucune espèce ne leur était supérieure, c'est qu'un phénomène particulier avait dû accélérer leur propre évolution de manière considérable. Le grand filtre bloquait presque tout, mais un second filtre semblait exister au palier de la conscience, et apparemment, seuls les Elohim l'avaient traversé. Les chances qu'ils soient les premiers à s'être rendus si loin étaient pratiquement nulles, mais selon toute vraisemblance, les Elohim étaient des êtres chanceux. Chapitre 6. Par pure curiosité, certains Elohim tentèrent de résoudre l'énigme que posait leur évolution prématurée. Un élément unique devait avoir influé sur les êtres vivants de leur planète natale, qui les avait forcés à évoluer plus rapidement. Il suffisait donc de retrouver quel était cet élément en retournant à leur système planétaire d'origine, ce que certains firent de ce pas. Pendant les quelques millions d'années qui suivirent leur dématérialisation, les Elohim ayant décidé d'explorer l'univers n'avaient jamais cessé de s'éloigner d'où ils venaient. Leur errance les avait menés dans des recoins de l'univers inimaginablement éloignés de leur petite voie lactée, mère de leurs ancêtres, les Hélios. Était-ce simplement par intérêt de découvrir de nouveaux endroits encore jamais explorés, ou y avait-il un certain empressement à quitter l'endroit où ils avaient dû vivre leur misérable existence en tant qu'êtres charnels? La réponse était peut-être inconnue d'eux-mêmes, mais une chose était certaine, ils étaient loin, très loin. Dans tous les cas, le chemin de retour allait être long. Face à cet incroyable éloignement, certains Elohim renoncèrent à leur projet d'étude de leur planète natale et poursuivirent leur exploration de l'univers, à la recherche de ses potentielles limites. On avait prouvé que la vitesse à laquelle pouvaient aller les Elohim était plus grande que celle à laquelle l'univers s'éclairait, c'est-à-dire au-delà de la vitesse de la lumière, ce qui signifiait qu'un jour ou l'autre, un Elohim patient atteindrait les bordures séparant l'univers de ce qu'il y avait au-delà de ses limites, le noir complet. Mais même si de nombreux Elohim renoncèrent à rebrousser chemin, une poignée de courageux ou d'insensés décidèrent de faire le voyage. Par la même occasion, les Elohim pourraient enfin découvrir ce qui était arrivé aux Hélios qui n'avaient pas atteint la dématérialisation. Depuis qu'ils avaient quitté leur système planétaire, aucun Elohim n'avait eu de nouvelles de leurs anciens congénères. Ils n'avaient pas non plus ressenti la présence de nouvelles âmes depuis ce temps, ce qui signifiait qu'aucun Hélios n'avait pu réinventer la dématérialisation. Dans le cas contraire, ils auraient ressenti la libération de leur âme. Cela n'empêchait pas les Hélios et les autres formes de vie de leur planète d'origine à s'être éteints. Peut-être avaient-ils simplement choisi un avenir entièrement différent. Si les Elohim étaient empreints d'un certain égocentrisme, ils savaient pertinemment que les Hélios, ayant survécu, auraient pu prendre un chemin évolutif et technologique entièrement différent du leur. La dématérialisation n'était peut-être qu'un chemin vers l'immortalité, parmi bien d'autres. L'idée d'avenir divergent, pour une seule et même espèce, était une possibilité intéressante, car elle était nouvelle pour les Elohim qui connaissaient maintenant mieux le reste de l'univers qu'ils connaissaient leurs propres ancêtres. Pendant plusieurs milliers d'années, les quelques Elohim intéressés retournèrent à leur système planétaire. Puisque leur vitesse était contrôlée par leurs pensées et qu'ils avaient déjà effectué le chemin en sens inverse, ils prirent significativement moins de temps à retourner là-bas qu'à y partir.
En outre, la vitesse de leur pensée était maintenant hautement supérieure à celle à laquelle ils avaient fait leurs premières explorations immatérielles, car leur intellect s'était affûté avec le temps et l'expérience. Lorsqu'ils arrivèrent, les Elohim se rencontrèrent en personne, si l'expression s'applique à des êtres immatériels, pour la première fois depuis leur dématérialisation. Ensemble, ils étudièrent la question qui les avait menés là, et la réponse fut rapidement trouvée. Puisque les Elohim avaient voyagé et analysé des millions d'autres systèmes planétaires, ils en connaissaient par cœur les caractéristiques et leurs influences sur ce qu'ils contenaient. Leur connaissance dans les sciences fondamentales était inégalée. Il ne leur fut donc pas difficile de voir que c'était le satellite de leur planète qui était à l'origine de l'accélération de l'évolution des espèces. Celui-ci était à la cause de la marée importante sur la planète, alors que la vie était encore à un stade d'organisme unicellulaire et qu'il était bien plus rapproché de la planète. En effet, à l'époque de l'arrivée de la visite sur leur planète, leur satellite était nouveau à l'échelle géologique. Un astéroïde titanesque avait frappé la planète quelques 3 millions d'années plus tôt, ce qui avait causé le fractionnement de la planète en deux. L'un des morceaux était plus petit que l'autre, celui-ci se mit à orbiter autour du second. Le dosage de l'intensité des marées avait alors été parfait pour causer une activité volcanique, elle aussi parfaitement proportionnée et favorable au développement de la vie. Les conditions cataclysmiques engendrées par un tel bouleversement dans la croûte terrestre et les marées étaient donc l'ingrédient parfait pour sevrer la vie. Alors que l'eau et le feu s'affrontaient dans un combat à mort, la vie se développait dans les abîmes les plus profonds de leur planète. Par quelques calculs mathématiques qui n'avaient aucun secret pour les Elohim, ces derniers purent trouver les conditions exactes leur permettant de reproduire les circonstances favorables auxquelles ils avaient pu bénéficier lors de leur évolution d'organismes unicellulaires à entités immortelles. Chapitre 7. Après cette courte évaluation des uniques propriétés évolutives que leur procurait leur planète, les Elohim allèrent voir plus en détail ce qui se passait à la surface. Leur recul face à la situation s'était renforcé de plus en plus au fil du temps, à tel point qu'ils étaient émotionnellement indifférents de ce qui était advenu des Hélios et des autres formes de vie animale. Les Elohim avaient quitté leur corps et renoncé à une vie à laquelle certains étaient encore attachés malgré la famine et les dangers qu'amenait la guerre. Mais c'était un sacrifice qu'ils devaient faire pour ne pas stagner au sein d'une espèce divisée qui faisait la guerre pour une raison qu'ils ne connaissaient plus. Ils auraient donc pu être réticents à l'idée de retourner là où ils avaient tant souffert, mais le temps et la sagesse leur permirent de passer outre les événements d'un passé qui devenait de plus en plus éloigné. Grâce à leur esprit immatériel, ils purent passer inaperçus et être les spectateurs de ce qui s'était passé et de ce qui se passait maintenant sur leur planète natale. Certains visitèrent les grandes villes, là où chaque Hélios subvenait à ses besoins sans privation, était protégé, aimé, respecté et accompli. Maintenant, ces villes démesurées avaient été remplacées par des ruines. En réalité, les ruines n'étaient pas réellement des ruines, puisqu'elles regorgeaient encore de vie, mais d'une vie entièrement différente de celle qui les avait conçues. Les Hélios n'habitaient plus les villes qu'ils avaient eux-mêmes bâties. Toutefois, leurs cendres pouvaient encore être aperçues sur le sol et dans le vent, mélangées au sable et aux résidus dont ils étaient à l'origine. Même après leur mort, les Hélios n'étaient pas inutiles aux nouveaux habitants qui les avaient remplacés dans les villes. En effet, ce qui restait des cadavres de cette civilisation perdue servait maintenant d'engrais aux plantes qui poussaient à profusion à travers les épaisses carapaces urbaines. Même le plus fort métal n'avait pas pu résister face à la force des arbres rouges qui ne semblaient reculer devant rien. Après plusieurs millions d'années, les villes n'étaient plus que de vastes forêts sous lesquelles on pouvait parfois apercevoir quelques poutres métalliques, encastrées dans les racines des puissants arbres rouges. Cette espèce végétale était entièrement nouvelle aux yeux des Elohim, qui n'avaient jeté aucun regard en direction de leur planète depuis qu'ils étaient partis. Ceux-ci avaient vu assez d'êtres vivants pour savoir que les espèces rencontraient souvent les mêmes problèmes et aboutissaient aux mêmes solutions, de sorte que de nombreuses espèces, aux origines entièrement différentes, finissaient par converger vers un même résultat. Durant leur pérégrination spatiale, ils avaient bel et bien remarqué ce phénomène étrange qui limitait énormément les possibilités évolutives. Ils avaient alors pu établir un catalogue des espèces végétales possibles en se limitant aux espèces primitives. Ainsi,
Cette nouvelle plante, naissant d'une évolution accélérée, était déjà à un point de son évolution que nulle plante connue des Elohim n'avait atteint auparavant. La vue de ces arbres rouges intrigua donc naturellement les Elohim, pour qui des êtres aussi complexes constituaient encore une nouveauté. Ceux-ci entreprirent donc de cataloguer les nouvelles espèces qui se trouvaient sur une planète qui n'était dorénavant plus la leur, ni celle des Hélios, visiblement disparue.